Voilà, à travers cette série d'entretiens, l'histoire récente du Venezuela et cette crise profonde que traverse le pays qui bénéficie pourtant d'immenses richesses, d'immenses ressources pétrolières. Documentaire bien sûr engagé, il y a donc matière à débat et débattre, c'est ce que nous allons faire à présent. J'ai le plaisir pour cela d'accueillir maintenant nos 4 invités. Bonjour Serge Olivier. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste de l'histoire récente du Venezuela, chercheur au Centre d'histoire sociale du XXe siècle à l'Université Paris 1. Andréina Flores, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, vénézuélienne, réfugiée politique à Paris, ici, et journaliste pour France Média Monde. Bonjour, Georgie Kuzmanovic. Bonjour. Alors, vous représentez, vous, la France Insoumise. Vous nous donnerez votre avis, bien sûr, sur le régime Maduro et sur ce qui a été dit, d'ailleurs, à l'instant, sur ses liens avec les gauches européennes. Et puis, bonjour à vous, René Frégosi. Vous êtes, vous, philosophe et politologue. Alors, je le disais, ce sont des paroles d'opposants que nous venons d'entendre, par définition des paroles militantes. Pour autant, est-ce que ce que décrivent ces femmes et ces hommes, Serge Olivier, est-ce que ça correspond à la réalité ? Oui, il y a à l'heure actuelle 243, au dernier décompte, prisonniers politiques au Venezuela qui sont traités de plus en plus de façon extrêmement dure dans des pénitenciers qui sont à Caracas et en dehors de Caracas. Et les témoignages se multiplient. Il y a eu par exemple, en français, il y a eu une enquête récemment dans Mediapart qui rend compte de ces mauvais traitements. Et c'est quelque chose qui s'est accentué considérablement, d'abord depuis 2014, avec les manifestations pour la sortie de Maduro qui ont été dirigées par Leopoldo López, c'était donc la voie insurrectionnelle de l'opposition, et puis d'autant plus, en fait, depuis 2017, depuis l'année dernière, depuis ce fameux référendum pour une constitution, pour une constituante, pardon, oui, assemblée constituante. Pour une assemblée constituante au Venezuela, pour mettre fin à la constitution bolivarienne de 1999, et puis plus encore, depuis septembre, depuis l'attentat qui a échoué contre Maduro. Et là, d'un seul coup, beaucoup de militaires et beaucoup de chavistes eux-mêmes très proches du pouvoir sont inquiétés. Et là, comme Maduro se sent extrêmement menacé, notamment au sein de l'armée, les sanctions sont très fortes et c'est des messages très clairs qu'ils envoient. Andréina Flores, ce qu'on a entendu là, dans le documentaire, ces femmes et ces hommes ne forcent pas le trait. Ce sont des témoignages qui sont vérifiés, recoupés. Oui, je pense que ça raconte exactement la vérité qui se passe au Venezuela et ça a été vérifié aussi par des organisations internationales reconnues comme Amnesty International. Par exemple, cette année, ils ont fait un rapport qui raconte justement des exécutions extrajudiciaires, la torture racontée justement par les prisonniers politiques et surtout enfin, le mauvais traitement de la part du gouvernement systématiquement contre les voix dissidentes. Et je pense que ce sont pas des témoignages forcés, si vous voulez. Ça raconte exactement ce qui se passe au Venezuela. Et ça ne se passe pas depuis l'année dernière, ça se passe depuis quelques années aussi. Georgie Kuzmanovic, ce que disent ces gens, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ont vécu, vous leur accordez du crédit ? Mais ça dépend de quels gens on parle. Alors de manière générale, je voudrais dire ici, puisque j'interviens pour la France Insoumise, qu'on est quand même sur Public Sénat, et que ce documentaire a été fait par François-Xavier Fréland, qui est un militant politique. Il n'y a pas de problème, j'en suis un. Mais il faut l'indiquer, c'est un documentaire que les téléspectateurs ont vu. Nous avons dit qu'il s'agissait de témoignages, que c'était engagé, que c'était militant, mais vous le soulignez bien sûr, et c'est votre droit. Je précise, Maurice Lemoine est aussi quelqu'un qui a un engagement. Ce qui n'enlève rien à la valeur ou non des témoignages. C'était le sens de ma question. C'est le sens de ma question. Justement, c'est un militant politique et donc il interroge des gens qui lui sont proches. De quel parti ? Attendez, là je ne vois pas du tout. On va laisser terminer, puis vous aurez la parole ensuite, René Frégosi. Un problème qui est caractéristique, c'est-à-dire j'ai à peine commencé à prendre la parole. Alors allez-y, prenez 1 sur 1 prenez contre votre 3, temps. allez 1 contre 2,5, on va dire. Prenez votre temps. Après un documentaire totalement à charge. J'ai pris beaucoup de notes en regardant le documentaire. Donc le témoignage dont je parle, c'est celui de Julio Borges, qui est quand même, je rappelle, responsable des tentatives de coup d'État de 2014 et 2017. Ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui exilé à Bogota. Qui a fait le coup d'État de 2002 contre Chavez, qui a priori participé puisqu'il est installé à Bogota à la tentative d'assassinat récente de Maduro. Si on prend Ledesma, pareil, il a participé au coup d'État de 2002. Il a été responsable du sabotage pétrolier en 2003. Ledesma, c'est le tout premier que l'on voit dans ce documentaire. C'est le premier, le dernier. Voilà, l'ancien maire et gouverneur de Caracas. Voilà.
Aujourd'hui à Madrid. En 2007, il a créé un commando national de résistance, qui est très bien. Il a tout à fait le droit de s'opposer au régime, pourquoi pas. Mais c'est pas un gentil démocrate comme on souhaite le présenter. Et puis, il a fait un coup d'État, une tentative de coup d'État militaire, l'opération Jericho. Et d'ailleurs, c'est Laurent Salé, qui est également interrogé, qui l'a lui-même confirmé, qui a lui-même est allé s'entraîner, qui a même été chassé de Colombie parce qu'il a infiltré l'école militaire colombienne. Donc ceci, ça veut dire que ça ne discrédite pas totalement ce qu'on vient de voir. Je reviens au sens de ma question, puisqu'il n'y a pas que qui s'expriment, et il n'y a pas que des personnalités qui ont eu des rôles politiques de premier plan. C'est le cas des deux personnes que vous venez de citer. Est-ce que le premier, tout est à jeter dans les témoignages que nous venons d'entendre? Le premier et le dernier, et c'est la nature générale de ce documentaire qui va dans le sens de la défense de ces opposants, qui, je le rappelle, en France, si cela avait été fait, passait sous le code pénal, sous la loi 412.1, qui vous cause le détriment suivant, 750 000 euros de peine et la perpétuité, ce qui est la dernière manière d'obtenir la perpétuité en France, c'est-à-dire quand on appelle ou qu'on organise un coup d'État en France. Alors, René Frégosi, vous allez répondre maintenant à Georges Kuzmanovic. Oui, mais je dis qu'il dit n'importe quoi. Il n'y a pas de coup d'État. Parce que j'ai dit que c'était faux. Antonio Ledesma n'a jamais tenté un coup d'État. Il a été arrêté, puis ensuite mis aux arrêts domiciliaires parce qu'il avait osé parler d'une transition à la démocratie. Je rappelle, la transition à la démocratie, c'est un changement de régime pacifique et négocié. C'est pas un coup d'État. Donc, ce ne sont pas des golpistes, mais c'est n'importe quoi. C'est comme l'attentat soi-disant au drone. Non, mais tout ça, c'est du bidon. Ah, c'est soi-disant, ça ? On est dans la logique paranoïaque. Les méchants impérialistes, l'extrême droite, c'est comme Jean-Luc Mélenchon, pourtant je le connais bien, il est très bien formé politiquement, oser dire que l'opposition est d'extrême droite et pinochetiste, alors que dans l'opposition, si vous prenez l'opposition est de gauche, centre-droit, lors des dernières élections, qui n'étaient pas des élections libres, mais le mécontentement était tellement important qu'on a surmonté, la vague de mécontentement a surmonté tous les obstacles antidémocratiques de cette élection de décembre 2015. Les élus, donc l'opposition unie, la Mesa Unitaria Democratica, a eu 112 élus sur 167. Sur ces 112 élus, il y en a 62 qui font partie de 3 partis membres de l'Internationale socialiste. Je veux bien qu'on critique l'Internationale socialiste, mais dire que l'Internationale socialiste, c'est l'extrême droite et les pinochetistes, vous voyez, c'est absurde. Et ce sont des absurdités qu'on va entendre. Qu'est-ce qu'avait dit l'Internationale socialiste à l'époque Alors attendez, on ne va pas rentrer. Qu'est-ce qu'avait dit l'Internationale socialiste à l'époque de Caracas ? D'abord, ce que je pense de ce documentaire, personnellement, je le trouve excellent, mais il veut rendre compte d'une réalité importante, c'est l'exil des opposants. Alors, ce qui est très important... tous les opposants ne sont pas en exil et nous avons là interviewé des responsables politiques. Mais il y a beaucoup de militants et d'opposants qui ne sont pas des responsables politiques, qui ont été torturés. J'en ai vu des jeunes, avec des impacts de balles de plastique, des tabassages sous la plante des pieds avec des matraques, etc. Donc tout ça est répertorié par des associations. Mais vous parlez d'exil et vous vous tournez précisément, René Frégosi, vers Andreina Flores. Vous-même, vous avez quitté votre pays pour des raisons politiques ? Pour des raisons politiques, pour des raisons de persécution aussi. Voilà. Et dans le documentaire, on voit un journaliste qui a été arrêté et torturé aussi. Il le raconte très bien. Et bon, je veux juste partager mon histoire. Je n'ai pas été torturée, mais j'ai été quand même frappée, surtout par les militants de base de chavisme, 2 fois, en 2015 et en 2017. Et c'est vraiment très, très dangereux pour les journalistes qui sont identifiés avec l'opposition. Moi, je ne suis pas de gauche, de droite, de centre d'opposition au chavisme, mais c'est vrai que je ne suis pas
pour le chavisme. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. Après, j'ai été arrêtée aussi par la direction d'intelligence militaire. Ça s'est passé en 2016. Et voilà, on m'a enfermée dans la base militaire la plus importante du Venezuela, El Fuerte Tiuna, justement accusée de préparer, d'organiser une manifestation qui allait se dérouler au mois de septembre, qui s'appelait la prise de Caracas, la toma de Caracas. Et moi, en tant que journaliste d'opposition, j'étais accusée d'organiser ça. Donc c'est vraiment, ça a eu un poids pour moi, pour venir ici en France et pour... C'est ce qui vous a décidé à rejoindre l'Europe, à rejoindre la France. Mais ça a eu un poids important pour venir ici et demander l'asile à l'État français. Alors, les mots ont un sens et ça a été rappelé dans le documentaire. Emmanuel Macron lui-même a parlé de dictature. Est-ce que le mot dictature est approprié selon vous, en l'occurrence Serge Olivier? À l'heure actuelle, il n'y a pas de contre-pouvoir au Venezuela. Ce n'est pas un régime totalitaire. Le terme totalitaire a été utilisé dans le documentaire. On ne peut pas dire que c'est un régime totalitaire si on veut être précis sur les termes. Il y a plusieurs partis politiques. Il y a une expression politique d'opposition qui peut être prise, qui peut être faite tant qu'elle ne menace pas le régime. Dans les médias, on entend des opposants. De fait, c'est un régime autoritaire et on peut le qualifier de dictature puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir. La définition claire de la dictature, c'est quand le système politique institutionnel est contrôlé par une seule force politique. C'est le cas au Venezuela à l'heure actuelle. Il y a eu en 2015, l'Assemblée nationale a été gagnée pour la première fois lors d'un scrutin qui était pourtant en défaveur lors de la campagne et lors du découpage électoral de l'opposition. L'opposition a gagné le scrutin fin 2015. Dès septembre 2016, le tribunal suprême de justice, qui avait été nommé par l'Assemblée chaviste précédente, a été évidé de son pouvoir et la constituante donc lancée l'année dernière par Maduro est une façon de reprendre le pouvoir et de ne pas laisser l'Assemblée nationale légiférer, de ne pas laisser un contre-pouvoir au sein des institutions. À l'heure actuelle, il n'y a pas de contre-pouvoir médiatique aussi au Venezuela. Il n'y a pas de contre-pouvoir judiciaire. Pas de liberté d'expression. Pardon, si je décrypte ce que vous nous dites, pas de contre-pouvoir médiatique. De moins en moins, en fait. Il faut bien comprendre que cette dérive autoritaire qui, à l'heure actuelle, fait que le Venezuela est un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir, encore une fois. Donc on peut parler de régime autoritaire, très clairement, on peut. Il y a des répressions. On l'a vu. C'est pas parce que les gens qui sont réprimés étaient des responsables politiques qui ne sont pas non plus des oies blanches qu'on peut justifier cela. Personne n'a appelé au coup d'État. Alors Leopoldo López a appelé un coup d'État en 2014. Il a appelé à la salida, la sortie du président qui était élu. Ça c'est clair. C'était la voie insurrectionnelle. Il y a des gens, pas plus tard que cette semaine en France, qui ont appelé à la démission et à la sortie d'Emmanuel Macron, qui n'en font pas des putschistes pour autant. Il a fait des manifestations, il a organisé des manifestations pour faire sortir Maduro. Alors il n'a pas appelé à un coup d'État militaire, il n'a pas appelé à un coup de force, mais il a appelé à la sortie du président qui est élu depuis un an. À une mobilisation, Cela dit, à l'époque, il n'était pas le très populaire Leopoldo López qui est décrit dans le documentaire, puisque c'était encore Capel Stradowski qui était le candidat un an avant, dominant au sein de l'opposition, et avec lui le choix de la voie légale, électorale. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné démocratiquement, dans un scrutin qui était à leur désavantage le plus total, les élections fin 2015 de l'Assemblée nationale. Et depuis, il y a eu un coup de massue extrêmement fort et la suppression de tout contre-pouvoir au sein de l'appareil d'État. Alors on va avoir l'occasion de reparler de cette opposition, de l'alternative possible qu'elle pourrait représenter. Je voudrais quand même vous entendre, Georges Kuzmanovic, parce que derrière le terme dictature, il y aurait l'idée qu'il n'y a absolument aussi aucun soutien populaire, qu'il va à l'encontre du soutien populaire. Vous soutenez toujours que Maduro a le soutien des Vénézuéliens, d'une majorité de Vénézuéliens? Alors d'abord, je ne m'exprime pas pour le gouvernement vénézuélien, ni sur la qualité de ces réformes ou pas économiques qu'il aurait dû ou pas faire, que ce soit précis. Dans ce contexte, c'est quand même un gouvernement depuis Chavez où il y a eu 14 élections démocratiques qui ont été reconnues démocratiques, y compris par des institutions états-uniennes. D'ailleurs, le référendum qu'avait organisé Chavez, il me semble qu'il l'a perdu. Il ne l'a pas réimposé après. Ben si, il l'a réimposé. En 2007, il a perdu le référendum. Et en 2008, il a fait passer la loi qui a été rejetée. Alors attendez, là, on revient très loin en arrière. Vous étiez en train de parler de Maduro et de sa légitimité populaire. Oui, mais il a une légitimité populaire comme Daniel Ortega. Je ne suis pas du tout d'accord avec les politiques qu'a proposé Daniel Ortega. Non, pas plus Daniel Ortega. Mais il a une base, 40-50% de la population qui le soutient. Et c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est pas de mon fait
fait qu'il y a ce soutien populaire. Juste, il existe. Donc il faut se demander pourquoi est-ce qu'il existe et pourquoi est-ce qu'il ne souhaite pas être mis en cause. Et on peut revenir sur les politiques qui ont été menées par les partis d'opposition, parce qu'il y en a, qui renvoient à une politique qui a été menée avant l'arrivée du chavisme, où il y a eu les Caracas, donc un massacre en 3000 jours qui a été soutenu par l'international socialiste, des problèmes également d'inflation colossale antérieurement, et puis une spoliation par une oligarchie du peuple dans sa grande Alors, majorité. puisque vous évoquez... Il y a eu des réussites du régime chaviste et des échecs, mais il y a eu des réussites, en particulier pour les plus pauvres. Il ne faut pas donc s'étonner qu'il y ait un soutien populaire. Alors là pour le coup, vous abordez la question de l'économie qui est vraisemblablement quand même ce qu'il y a de plus visible pour nous, Européens, quand on regarde ces images, et notamment les images qui sont montrées dans ce documentaire à la frontière. Cet exil, cet exode. D'abord, peut-être, Andreina Flores, ce que fuient les gens qu'on vient de voir là, dans le documentaire, c'est autant le régime politique que la situation économique. Je crois que c'est plutôt la situation économique. Il y a une crise économique assez profonde. Et je vous donne un exemple. Une boîte d'œufs, par exemple, maintenant au Venezuela, ça coûte 800 bolivars. Et le salaire minimum, c'est 1800. Alors, pour faire des courses pour une famille de 4 membres, maman, papa et 2 enfants, c'est impossible. Il faut quasiment la moitié d'un salaire d'un mois pour acheter une boîte d'œufs. En plus, l'inflation, c'est l'inflation la plus haute du monde, selon les FMI, on le sait tous. 1 million % pour cette année. Donc, c'est horrible. On n'arrive même pas à imaginer comment on peut vivre avec 1 million % d'inflation. Donc, les gens... Déjà, il y a aussi les pénuries d'aliments, aliments de base. Je parle du poulet, de la viande, du riz, du sucre, etc., qu'on n'arrive pas à trouver sur le territoire vénézuélien, et il faut aller en Colombie, c'est le plus facile. Plus un médicament. De médicaments, 80% aussi de médicaments. Donc pour se soigner, il faut aller dans un autre pays. La Colombie, c'est le plus proche, et c'est pour ça qu'on voit des gens, on calcule que c'est 5000 Vénézuéliens qui partent tous les jours du Venezuela. 5000 Vénézuéliens. Le chiffre d'1 600 000 qui est 1 600 000 personnes qui auraient fui le pays ces dernières années. 3 millions. Parce que dans le documentaire, on parle 1,6 million. Le dernier chiffrage de début novembre de l'ONU, du Haut Commissariat aux réfugiés, de 3 millions de Vénézuéliens. Mais je crois que ça a augmenté dernièrement. Ça fait 10% de la population. 10% de la population. C'est une réalité que... 7,2. C'est énorme. Alors Maduro, Organisation, Maduro ment. Pas tous en même temps. Organisation internationale des migrants, 7,2% de la population, ce qui est une colossale augmentation. C'est énorme, c'est 3 millions quand même. Pour comparer ces chiffres, Portugal, selon la même organisation de l'ONU qui les chiffre à 7,2 pour le Venezuela, c'est 21% pour le Portugal. 21%. Mais quand on parle, écoutez... Permettez que quand on entend ça, on a le sentiment que vous minimisez ce qui est en train de se passer. Ils ont fui une crise économique. Quand vous avez 600 000 Grecs depuis... Ils n'ont pas fui une crise économique, ils sont allés chercher des emplois mais je vous coupe pas, c'est incroyable en fait. Alors, terminé. Une fois, quand vous avez une crise économique catastrophique en Grèce, avec une dette qui augmente, le pistolet de la Troïka sur le peuple grec, avec les hôpitaux qui ferment, la pauvreté qui augmente, vous avez eu 600 000, 700 000 personnes qui sont parties sur une population de 10 millions d'habitants en moins de 3 ans. Et ça n'excuse pas le Venezuela. C'est 15% de Polonais, c'est 15% de Bulgares, mais ça ramène, parce qu'il semblerait, par le focus médiatique, que ça ne concernerait que le Venezuela. C'est bien plus compliqué, et ça renvoie à toutes les migrations d'Amérique latine. Aux États-Unis, il y a 11 millions de migrants illégaux d'Amérique latine, dont 6 millions de Mexicains. Pays qui a envoyé des millions et des millions de migrants aux États-Unis. Venu ici pour parler du Alors attendez, maintenant je vous explique Serge Olivier, globale dans ce pays-là. Mais... Et également au Honduras, qui semble ne intéresser personne ici, et ne sont pas monsieur. Non, parce qu'on est là, ça ne nous aura pas échappé pour parler du Venezuela. Il y a un coup d'État en 2009 soutenu par les États-Unis, et actuellement il y a une caravane. Vous avez dû en entendre parler, c'est dans nos médias, une caravane de migrants. C'est très intéressant la caravane. Je vais vous dire que quand sur la caravane, Alors Serge Olivier, pas tous en même temps. Serge Olivier, vous avez la parole. Et je vous donnerai la parole après, madame. Sur la crise économique, il faut bien comprendre. Alors le discours du gouvernement Maduro est le discours de la guerre économique qu'il subirait de la part des forces d'un grand capital international. C'est le discours qu'il sert en interne, c'est la propagande qui aussi est reprise à l'extérieur. Et il cible les États-Unis, il accuse les États-Unis d'être à l'origine des malheurs de son peuple. Il faut bien comprendre que la crise à l'heure actuelle vénézuélienne est une crise extrêmement grave qui ne s'explique pas seulement par la chute des cours du pétrole. Le Venezuela est un pays pétrolier depuis les années 1910
Et il a déjà connu des cours bas du pétrole qui ont occasionné des récessions, mais pendant 2 années consécutives. C'est la première fois dans l'histoire économique du Venezuela qu'on connaît une récession pendant 4 années consécutives, que le PIB a été ramené, le PIB par habitant du Venezuela, à hauteur des années 1960. Le PIB a été restreint de 30%. À l'heure actuelle, oui, vous l'avez dit, on est à 90% de médicaments qui manquent au Venezuela. Et on est dans une situation qui est liée à la gestion chaviste, car l'État vénézuélien était à court de liquidités dès 2013. Et l'inflation a commencé à augmenter dès 2013, alors que les cours du pétrole étaient encore extrêmement hauts. Ils ont chuté à partir de 2014. Ils ont frappé un Venezuela qui était déjà à court de liquidités après 10 ans de haut cours du pétrole, grâce auquel ils ont fait des politiques sociales qui ont fait chuter, c'est vrai, la pauvreté au cours du milieu des années 2000, surtout à partir de 2004 et jusqu'en 2010. Sauf que la politique économique chaviste extrêmement irresponsable, qui non seulement n'a pas investi dans l'économie, mais en plus a désinvesti dans l'appareil productif du pétrole. À l'heure actuelle, la production pétrolière est moins de la moitié, le tiers de ce qu'elle était en 1998. C'est pour ça, parce que l'appareil productif, la souveraineté industrielle et économique du Venezuela n'a pas été entretenue par le chavisme, et qu'il y a eu, pour comprendre ce défaut d'investissement et de maintenance, une incompétence crasse et une corruption abyssale, qui n'est pas juste un fait politique, qui est un fait aussi macroéconomique qui explique la ruine chaviste. Andréina Flores, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose à M. Olivier. Et c'est la destruction de l'appareil productif, c'est surtout à cause de l'expropriation. Je crois qu'on a le souvenir tous ici de Chavez pendant ces années de gloire qui se promenait devant les entreprises privées en disant expropriez, 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 expropriez. Il a fait ça 2500 fois. Donc il a vraiment attaqué la production privée. Et ceci contribue à la situation et aux images que nous venons de voir. À la guerre économique dont vous parlez. Et pour la caravane de migrants, je voulais juste ajouter quelque chose. Vous étiez un peu hors sujet, mais de toute façon, je vais parler de ça. Rapidement. La caravane de migrants, on calcule que c'est conformé par 8000 migrants de Honduras. Oui, mais quand on parle justement de 5000 Vénézuéliens qui fuient le pays tous les jours, on fait plusieurs caravanes. Vous dites que ce n'est pas, voilà, ce ne sont pas les mêmes proportions. Je voudrais parce que ça va vous permettre d'avoir la parole après. Je voudrais revenir sur cette question économique, elle est quand même centrale. Alors attendez, je vous donne la parole dans un instant même. Il y a quelques points qui sont juste des faits, puisque c'est vérifiable immédiatement par ceux qui nous écoutent. Il y a eu un décret d'Obama qui disait du Venezuela, Obama, pas Trump, que le Venezuela est une menace inhabituelle et extraordinaire pour les USA. Et il est bien évidemment que pour le pays qui a 50% de la défense mondiale et l'arme nucléaire, le Venezuela ne peut pas représenter une menace pour la sécurité. Maintenant, pour la sécurité vis-à-vis du terrorisme, pas pour la sécurité en 2017, excusez-moi, je ne vous coupe pas, je répète à chaque fois, en août 2017, vous avez un ordre de Trump pour le Trésor public états-unien qui dit qu'il veut des sanctions irréversibles pour l'économie du Venezuela. C'est un ordre de guerre. Il y a un blocus pour l'accès au dollar depuis plusieurs années et il y a des blocus bancaires pour toutes les banques travaillant avec le Venezuela, de la même manière qu'avec l'Iran ou Cuba. Si vous travaillez avec le Venezuela, donc vous serez sanctionné par la loi états-unienne. On a entendu vos arguments. René Frégosi vous répond. René Frégosi vous répond, M. Kuzmanovic. Et en plus, il y a toute une série, je pense, de propriétaires privés qui n'ont pas été expropriés, il me semble. Les plus grands. Et qui sont les PME qui ont été expropriés. Heureusement, parce que sinon... qui contribuent fortement et à la hausse de cette inflation et au fait qu'il n'y a pas d'approvisionnement. Et à la corruption. René Frégosi. Et à la corruption de la Bolivie. Alors, René Frégosi, que répondez-vous à ce que vient de dire... Effectivement, mais comme le disait Olivier, c'est tout l'appareil productif qui a été déstructuré par des expropriations. Effectivement, parce qu'à l'origine, avant le chavisme, certes, le pétrole, ça pèse très lourd dans l'économie, mais c'était quand même une économie relativement diversifiée. Le président Gallego, excusez-moi, mais parlait déjà d'économie immorale de la rente pétrolière. Il y avait eu vraiment une tentative de diversifier l'économie. Alors évidemment, c'était ça plus diversifié dans les années 90 que maintenant. Voilà, c'était tout à fait, mais c'était plus diversifié. Mais il y a eu cette volonté d'exproprier, mais parce qu'il y a eu une étatisation
de l'économie. Et vous parlez beaucoup des États-Unis, mais moi je dirais presque, hélas, les États-Unis n'en ont rien à faire du Venezuela. Et ils ne fomentent pas des coups d'État, ni des attentats, ni rien du tout. Par contre, vous avez évoqué Cuba. Moi, je vous dis qu'il y a une symbiose entre les deux États, cubains et vénézuéliens. Aujourd'hui, les Cubains ont l'État civil, les forces armées, les missions sociales et les transports, notamment les aéroports. Vous les entendez, les Cubains, à l'aéroport, d'accord? Donc, aujourd'hui, si la situation est si difficile, c'est aussi parce que c'est Cuba qui a la main sur l'État vénézuélien. Et donc une transition à la démocratie, c'est-à-dire négocier, pacifique et négocier vers la démocratie, est extrêmement difficile aussi parce que Cuba ne veut pas de transition à la démocratie. Alors de ce point de vue-là, justement, je voudrais vous entendre, Serge Olivier, sur un mot qui a été... Alors, on va pas avoir le temps de parler des États-Unis, mais quelque chose a été dit dans ce documentaire par Julio Borges. Je rappelle que c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui exilé en Colombie. Il dit, parmi les scénarios possibles, il dit voilà, il peut y avoir une explosion sociale, il peut y avoir une révolte de l'armée, il peut y avoir un effondrement suite à la pression internationale. Est-ce que parmi ces trois scénarios, l'un des trois vous semble possible, crédible aujourd'hui? Il faut bien reconnaître que Maduro est très résilient dans un pays qui connaît une crise incroyable. 1 million de % d'inflation cette année, c'est extrêmement fort. C'est lié aussi aux sanctions économiques, c'est vrai, d'août 2017 de l'administration donc Trump, qui est la première. Laissez-moi terminer là-dessus. Je précise juste, qui est la première sanction économique qui est prise contre le pays. Les autres, elles ont été prises contre les dignitaires qui étaient poursuivis pour trafic de drogue internationale, notamment vénézuéliens. Et c'est une mesure qui a empêché le Venezuela d'émettre de la dette sur les marchés new-yorkais. Donc d'émettre de la dette en dollars. Pour la question du scénario, alors depuis 2 mois, il y a vraiment des fissures au sein de l'armée. C'est la grande nouveauté des 2 derniers mois. Maduro tient l'armée via son ministre de la Défense, Padrino Lopez, mais il y a eu un article du New York Times qui est paru en septembre qui a fait état d'une ambassade complètement informelle évidemment, de la part de hauts dignitaires de l'armée vénézuélienne qui auraient voulu avoir l'aide des États-Unis, qui lui ont été refusés. Et parmi ces autrement dit, là, pour le coup, on parlait de coup d'État tout à l'heure. Parmi ces hauts dignitaires, c'était des militaires chavistes. Des militaires chavistes qui étaient sanctionnés eux-mêmes par l'administration, par les mesures qui datent d'Obama et qui voulaient le soutien des États-Unis pour pouvoir renverser Maduro. C'est ce qu'a révélé le New York Times. Parce que ça, c'est l'une des réalités qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est qu'il y a une partie de l'appareil chaviste qui se retourne aujourd'hui contre Nicolas Maduro. Mais il y a eu des limogeages régulièrement, une épuration des forces armées régulièrement. C'est une succession de chapelles qui, depuis 1999 au pouvoir, il y a eu plein de chavismes différents au pouvoir. C'est une évolution constante et depuis quelques années, ça s'est vraiment resserré autour de clans qui sont militaires et mafieux et qui sont dans une alternative qui est celle de la prison ou du pouvoir, simplement. Je voudrais qu'on en revienne à l'un des points qui est important et d'ailleurs sur lequel votre parole est attendue, George Kuzmanovic, c'est ce qui se trouve à la fin de ce documentaire. Julio Borges, toujours lui, l'ancien président de l'Assemblée nationale, tient des propos qui concernent la France insoumise. Il dit ceci, il parle du régime Maduro, ils ont utilisé la richesse du Venezuela pour financer l'agenda politique d'autres groupes en dehors du pays. Et parmi les partis politiques qu'il cite, il y a la France insoumise. Que répondez-vous? Mais que c'est pas sérieux un seul instant. Encore une fois, je rappelle, c'est un personnage qui organise des coups d'État dans son pays, qui est financé par la droite états-unienne, qui est financé par les services extérieurs qui est spécialisé des États-Unis pour faire des coups d'État. Il n'y a pas de lien entre le régime Maduro et la France insoumise. Donc d'une quelconque nature. Il y a des liens politiques. Il y a des liens politiques et des sympathies. Jean-Luc Mélenchon y allait, je ne veux pas le nier. Mais donc quand il parle d'une rencontre dans un hôtel de Caracas, des rencontres avec les dirigeants de l'équipe Mélenchon, etc. Sûrement, il doit y avoir des rencontres dans des hôtels. Subventionnés par le gouvernement de Maduro, etc. Non, il n'y a pas de subvention par le gouvernement Maduro. C'est une diffamation. Encore une fois, on ne parle pas de Benoît Hamon qui est allé signer 7 contrats. Que diable est-il faire pour signer 7 contrats quand il était ministre? De quoi parlez-vous? Pardon. De Benoît Hamon. Oui, mais là, c'était quand il était ministre, c'est le gouvernement, c'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un a financé pour faire ces contrats? Qui obligeait? Pourquoi est-ce que la France fait des contrats avec une dictature? Non, mais on peut rentrer dans des délires. Bien évidemment qu'il était au gouvernement et qu'il a fait un contrat comme M. Macron fait
quel signé. Non, mais là, ça n'est. C'est pas quel rapport. Par contre, il y a le conseiller de M. Ismaël Émilien, le conseiller de notre Macron. président actuel, qui lui a travaillé pour que Maduro soit réélu, ce qui est un investissement beaucoup plus important que notre part dans les élections dans ce pays. À quoi faites-vous précisément référence? À quoi faites-vous La précisément campagne de référence? 2013. La campagne de 2013. Et je compte je veux réellement spécifier ça. C'est une attaque de la part des États-Unis, y compris ce genre d'affirmation. Et quand je dis, et c'est un problème, vous avez. Ça, Non, mais c'est le attendez, fond de commerce du gouvernement. mais de c'est dire pas que un fond tout de est de la faute attendez, des États-Unis. attendez. C'est une façon de ne pas rendre des C'est comptes. nul. Oui, S'il vous plaît, je vous ai dit, il y a parle du des gouvernement problèmes. vénézuélien, Oui, pas de mais la France insoumise. c'est fort possible, il utilise des arguments. Vous êtes dans l'opposition et vous avez parfaitement le droit, vous êtes vénézuélien, si vous voulez changer votre pays, c'est. Alors, Je ne suis tout pas à dans fait. l'opposition. Vous êtes, non, mais si vous pourriez l'être, Voilà. et il y a des Vénézuéliens qui veulent changer leur pays, c'est une très bonne chose. Le Ça, problème. c'est un argument des années écoutez-moi, 80. hein. Le problème, Les c'est que États-Unis si sont je peux me coupables de permettre tout. d'avoir 2 minutes. Oui, non, mais ça, vous avez eu beaucoup la parole là. Donc, on va pas tous en même temps, pas tous en même temps. René Frégosi. René Frégosi. René Frégosi. René Frégosi. S'il vous plaît, madame. Allez-y, Si allez-y, les René. États-Unis avaient voulu monter un coup d'État au Venezuela, avec 70% de la population vénézuélienne qui est contre le gouvernement chaviste, avec des éléments dans les forces armées qui se détachent régulièrement, à commencer par le général Baduel qui avait sauvé Chavez en 2002 et qui s'est retrouvé des années en prison sous Chavez et Maduro. Si les États-Unis vraiment avaient voulu faire un coup d'État, ils y seraient parvenus, même s'ils sont devenus peut-être moins bons. En 73, ils ont réussi au Chili. Ils En l'ont 2009, réussi au Chili. Non, mais on parle de 2018. Laissez terminer. Laissez Madame Frégosi. Monsieur, laissez Madame Frégosi terminer. Pourquoi ils l'ont Laissez réussi au Chili? Parce que au Chili, ils l'ont tenté 17 fois avant de réussir en septembre 73, lorsque Alors. l'opinion Peut-être qu'ils vont y arriver chilienne au a Venezuela aussi, basculé en faveur du coup d'État. Il vous faut, pour soutenir un coup d'État, il vous faut une approbation populaire, justement. pareil pour Maduro. Or, Alors. au Venezuela, même chose, ça vous s'appelle la avez politique. 70% de la population qui est contre le régime. Donc, si on voulait monter un coup d'État, je pense que la population l'appuierait. Mais les États-Unis ne cherchent pas du tout à faire un coup d'État. Merci Pas beaucoup. du Je suis tout. absolument convaincu parce qu'il va falloir conclure ce débat. Il est évident, on le savait que ça allait être animé. Ça confirme d'ailleurs que ce pays, bien que lointain, reste un enjeu, une passion dans le débat public européen et particulièrement français. Merci à tous les quatre pour votre présence. Je rappelle d'abord votre livre, René Frégosi, paru en 2016 aux éditions du Moment, Les Nouveaux Autoritaires. C'est Oui, bien il est cela. question de Chavez. Il est question de Chavez, voilà, notamment. Il est question du Venezuela également dans ce numéro des temps modernes. La revue trimestrielle, celle-ci, c'est donc le numéro du premier trimestre 2018, Venezuela 1998-2018. Merci encore à tous les quatre. Un monde en doc se poursuit sur Public Sénat. Nous allons nous intéresser à présent à un autre pays, là aussi situation très complexe pour d'autres raisons. Nous partons pour le Kosovo. 10 ans après l'indépendance, 20 ans après la guerre, vous allez découvrir à travers les destins de 3 habitants issus de différentes communautés à quel point ce petit pays reste fracturé par les nationalismes. Kosovo, troubles identitaires, c'est un film de Grégoire Ossoa et Timothée Demeyer. Et puis juste après, alors que nous sortons des commémorations de l'armistice, il sera question de Clémenceau. Retour sur un destin, un documentaire de Jean Artari et Robert Genoux. Excellent week-end sur Public Sénat.